Bonsoir à tous, on est extrêmement ravis de vous retrouver sur Sport 365 pour Foot 365, l'émission, votre rendez-vous 100% interactif. Vous savez que tous les soirs on prend une belle heure pour partager avec vous toute l'actu foot du jour. Ce soir, un internaute témoin qui nous Skype depuis la région angevine, c'est Mathieu. Salut Mathieu. C'est tout à fait ça, salut à tout le monde, un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, on retrouve Mathieu qu'on a déjà entreaperçu dans la mission, qu'on a déjà eu avec nous en plateau. Mathieu, tu nous rappelles ce que tu fais du côté d'Angers, quel est ton club de cœur, tout ça, l'essentiel? Un club de cœur, un seul, le SCO d'Angers, voilà. Évidemment. De France, si ce n'est le plus beau, et voilà, toujours voilà. 20 ans de passion, et ça dure toujours. C'est beau la fidélité. Il en faut. Combien de matchs en Ligue des Champions? Ça va bientôt arriver, je te fournis les chiffres bientôt. Très bien. Face à lui, un homme de l'ombre qui vient ce soir sous la lumière des projecteurs du plateau. Je ne suis pas Laurent Blanc. Greg Massard. Salut Greg. Salut à tous. Bon. Ce ne serait pas un scandale que Neuer le gagne, hein. Mais au lieu de mettre des gifles à Vincent Kompany, il ferait mieux de s'en mettre à lui-même, Ribéry, peut-être que ça remettrait certaines cases en place. Franchement, moi je me rappelle Ribéry, j'avais vu jouer un match national quand il jouait à Brest à ses débuts. Où il était clairement au-dessus de tout le monde. Là, de là à se dire au-dessus de joueurs comme Messi ou Ronaldo, il y a un petit palier. Enfin, à cette époque-là, il n'était pas au-dessus je peux te le confirmer. Depuis, il a fait du chemin quand même. Voilà, non, mais je pense qu'il n'y a aucun scandale à ce qu'il soit derrière des joueurs de ce calibre-là. Et puis, je pense qu'il y a vraiment cru, en fait. C'est comme vous disiez auparavant, il y a vraiment cru. Les footballeurs, des fois, c'est des grands enfants. Il y a vraiment cru, il s'y est vu avec le petit ballon d'or. Et puis là, il est tellement déçu que voilà. Il est sorti un peu regrettable, je pense, parce que vraiment, il n'y a pas à s'exprimer comme ça, quoi. Voilà, quand on voit les joueurs qu'il y a au-dessus de lui dans le classement, voilà, il n'y a pas à dire des choses comme ça, quoi. En 2 matchs, 2 tirs cadrés, 2 buts, pour 2 victoires. Je pense que René Girard a dû prendre beaucoup de plaisir devant ce match. Il a enfin trouvé son maître. J'entends beaucoup les critiques sur Monaco, mais il faut quand même rappeler qu'ils ont perdu leurs 3 meilleurs joueurs cet été. Leur meilleur buteur, Rivière, le deuxième meilleur buteur, Falcao, sur une demi-saison, Rames, qui était 10 buts et 13 meilleurs passeurs. Je dis bravo sur ces 2 hold-up, c'est génial. Ils rapportent des points à la France, c'est nickel. On les reverra en 8e, j'espère. Ouais, Nicolas son stylo. Le stylo a été choqué par ses propos. Non, mais oui, non. Mais je dis pas que Monaco n'a pas eu de chance. Évidemment que c'est 2 victoires heureuses. Donc c'est un hold-up. Maintenant, oui, c'est un hold-up sur la physionomie du match. Maintenant, encore une fois, ils ont joué avec leurs moyens. Ouais. Il n'y a pas un but sur un penalty volé, il n'y a pas un but sur un hors-jeu totalement flagrant. Ils ont un super gardien. On rappelle pas assez l'impact de Subagis, qui fait une très bonne saison, qui leur apporte beaucoup de points. Voilà, encore hier, 4 tirs cadrés pour Leverkusen, ils n'ont pas marqué. Voilà. Mathieu, est-ce que tu es d'accord avec nous finalement pour dire que c'est un hold-up? Certes, c'est bien joué de la part de Monaco, mais ça reste un hold-up. Non, c'est bien joué, c'est clair que c'est carrément un hold-up. Après, on va pas bouder notre plaisir, parce que c'est vrai qu'on reproche souvent au football français de ne pas avoir la rigueur à l'italienne. Là, sur le coup, ils nous l'ont joué à l'italienne ou à la Chelsea d'il y a 1 ou 2 ans. C'est qu'à la base, il y a une bienveillance avant la saison qui fait que maintenant la LFP et les instances sont piégées, puisque Lens a démarré le championnat, ils ne vont pas les rétrograder en cours de saison. Donc ils prient pour que l'argent arrive avant la fin de saison. Voilà, c'est tout. Mais après, pour moi, le problème de Lens, surtout, c'est que c'est l'interdiction de recrutement, qui, c'est vrai, est pour moi un obstacle à leur maintien en Ligue 1, mais c'est surtout le fait qu'ils vont jouer 38 matchs cette saison à l'extérieur. Et si Comboiré arrive à faire maintenir Lens, je pense qu'il peut venir au PSG l'année prochaine et il sera le bienvenu. Mathieu, ton avis sur la crise du côté de Lens avec donc, cette banqueroute annoncée pour Mamadov, tu vois ça comment? Déjà, le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a vraiment 2 poids 2 mesures, hein, maintenant au niveau des instances nationales du foot français. C'est vrai que le cas de, par exemple, l'USNAC était vraiment différent. Mais voilà, il y a vraiment 2 poids 2 mesures. Lens a bénéficié de son passé historique en Ligue 1 et puis des relations de Gervais Martel dans les plus hautes instances pour obtenir un passe-droit. N'importe quel autre club avec des centaines de milliers d'euros ou voire même des millions d'euros qui manqueraient et sans aucune assurance et contrepartie n'aurait jamais été autorisé à monter en Ligue 1. Hein. Demandez aux dirigeants de Créteil et Châteauroux si on les avait autorisés de monter. Dans ce cas-là, c'est clairement inenvisageable. Donc c'est vraiment c'était prévisible en fait. Mais pour revenir donc à Super Mario, pas Balotelli, hein, mais Mario Mandzukic, pour moi, c'est absolument pas une surprise, c'est une valeur sûre dans les attaquants européens. C'est la 8e saison où il marque au moins 10 buts. Il faut rappeler que les 2 saisons au Bayern, il a fait un festival avec 30 buts et 25 buts, donc c'est quand même un buteur qui confirme chaque saison. Mais c'est surtout, pour moi, la réussite de l'Atlético Madrid, qui depuis 2000
enchaîne les attaquants de classe mondiale. Ça avait démarré par Torres, puis Agüero. Il remplace Agüero par Falcao. Il remplace Falcao par Diego Costa. Et il remplace Diego Costa par Mandzukic. C'est Et du flair, ouais. c'est un sans faute dans le casting. Et surtout, vu qu'ils l'ont recruté 22 millions, on repense à Liverpool et au remplacement de Suarez. Voilà un club qui sait remplacer ses attaquants et qui sait recruter. Effectivement. Mathieu, d'accord avec nous, l'Atlético Madrid à prendre très très au sérieux dans cette compétition? Bien sûr, une équipe à prendre très très au sérieux. Et surtout, ce qu'il faut, c'est louer leur philosophie de jeu. Parce que leur entraîneur a poussé un peu à son paroxysme que ce qu'en son temps, Denouex avait voulu établir avec la Real Sociedad, quoi. C'est-à-dire un bloc équipe très très extrêmement solidaire. Je vous invite à regarder le travail que fait chaque joueur de mise à disposition quand un de ses coéquipiers hérite du ballon. Et puis surtout, toujours pour porter vers l'avant. C'est ça qui est extrêmement agréable à regarder en tant que spectateur. Et puis, a fortiori, en tant que supporter, ils doivent se régaler du côté de là-bas, quoi. Mathieu, on a entendu pas mal de supporters se plaindre finalement de l'arrivée du Qatar à Paris parce qu'on explique que ça dénature le football. On en voit d'autres qui peuvent être sceptiques également par rapport à cette arrivée d'un prince saoudien à Marseille pour les mêmes raisons, alors que la majorité évidemment se réjouit de l'arrivée de joueurs de classe mondiale qui viennent avec évidemment l'argent. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que voilà, ces investisseurs, c'est forcément une bonne chose ou est-ce qu'il faut être vigilant? Parce que je pense surtout ce qu'il ne faut pas mésestimer, c'est le poids de l'opinion publique locale à Marseille et le poids des groupes de supporters. Moi, c'est une ville dans laquelle j'ai habité pendant une année, en 2010 d'ailleurs, l'année du doublé. Et c'est vrai que là-bas, il y a quand même un poids des supporters. Quoi qu'en disent les dirigeants, il y a une influence occulte ou publique d'ailleurs des groupes de supporters. Et en fait, on s'est aperçu que les Marseillais ils sont habitués au Dreyfus. Au début, ils avaient essuyé beaucoup de critiques. Voilà, qui sait, pourquoi ils arrivent là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dénaturer un peu l'esprit du club. Et en fait, maintenant, quand vous interrogez la plupart des supporters, même auprès des clubs ultra, les Dreyfus sont plutôt bien acceptés. Donc moi j'y crois pas trop, moi. Parcours pour travailler avec le PSG. Mais ceci dit, à un moment, ça devient étonnant, puisque quelle visibilité, finalement, au milieu, vous avez vu, on n'a presque plus la place de les mettre sur l'autre mur. C'est ça le problème. Déjà, comment le PSG, en interne, va pouvoir gérer ses sponsoring, parce que les sponsors, ça se gère, ça se gère au quotidien, c'est un boulot monstre. Et surtout, effectivement, est-ce que ça va continuer à intéresser les sponsors? Plus il y en a, plus la visibilité est faible, comme tu viens de dire, David. Mathieu, ton avis sur cette stratégie du Paris Saint-Germain, est-ce que tu trouves qu'effectivement c'est une façon de contourner le fair play financier, finalement ça en montre les limites? C'est clair que c'est un moyen de contourner un peu toutes ces règles-là. Mais moi, je voudrais quand même rappeler que le PSG, c'est un petit pion en fait sur l'échiquier de la stratégie du Qatar et des pays comme les Émirats Arabes Unis, qui ont vraiment une stratégie globale de développement à l'international, voilà, qui sont mis sur la France. Il ne faut pas oublier que voilà, ils s'intéressent de plus en plus à tout ce qui est culturel, artistique, économique, de sport de haut niveau, bien sûr, en France. Et voilà, et c'est pas si un hasard si maintenant les plus riches émiriens ou les plus riches qataris achètent des hôtels particuliers, prennent des parts dans des entreprises françaises, rachètent des clubs comme le PSG, ou font construire le Louvre à Abu Dhabi, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut ramener ça à un niveau un peu plus global pour comprendre bien toutes ces manœuvres économiques à l'international. Eh bien, tu l'as fort bien fait. Très belle synthèse, effectivement, de la part de Mathieu. On te remercie.